Donc là, ça enregistre. Excusez-moi, bon, tant pis, je recommence pas forcément, on avait raté qu'une diapo, voilà, mais juste voilà, pour reprendre à l'enregistrement, donc les recos OSC 2024 qui recommandent donc de quantifier le myocardal blood flow donc en TEP scan dès lors qu'on suspecte un syndrome coronarien chronique et de mesurer le score calcique sur un scanner d'atténuation lorsqu'il est fait en imagerie TEP ou en imagerie SPECT. Donc voilà, deux questions se posent. Donc c'est quoi déjà le myocardal blood flow? Est-ce que vraiment c'est mesurable seulement en TEP? Et la mesure du score calcique également, pour nous c'est quelque chose de nouveau, hein. C'est souvent les radiologues qui font le score calcique lors du coroscanner. Donc c'est quoi le score calcique? Et est-ce que vraiment ça se fait sur un scan d'atténuation ou est-ce qu'il ne faut pas d'autre chose qu'un scan d'atténuation pour avoir un score calcique correct? Donc bon, ça c'était plus pour les cardiologues à qui on a présenté le topo, mais effectivement, vous le savez, il y a deux modalités principales. Voilà, je ne vais pas vous faire le détail de ça. Voilà, ce qui est important de comprendre par contre aujourd'hui, c'est qu'on est assez limité en TEP pour l'imagerie cardiaque. Ça, vous le savez bien. Il y a le rubidium qui est accessible aujourd'hui, mais il y a pas mal de contraintes autour du rubidium. La première contrainte, c'est une contrainte financière. C'est quand même un générateur qui est assez onéreux. Il y a une contrainte également d'accessibilité de la modalité TEP. On n'a pas un parc TEP encore très développé, même si ça tend à changer. Et du coup, on a surtout de la place pour l'oncologie et assez peu pour faire de la TEP cardiaque. Donc un modèle économique pas forcément très favorable. Et par contre, les gros avantages de la TEP, on le sait, par rapport à l'aspect, c'est que ça permet d'avoir une très bonne résolution, de faire de la quantification absolue. Et c'est un examen qui est assez rapide et peu artefacté. En scintigraphie cardiaque, on a quand même un souci de résolution, on le sait, une quantification relative. On a l'avantage, par contre, d'avoir des modalités assez accessibles pour faire de la scintigraphie cardiaque. Et alors, le temps d'acquisition est un inconvénient, mais encore moins aujourd'hui, on verra juste après. Donc voilà, globalement, la TEP est surtout utilisée aujourd'hui pour l'oncologie. Alors, de manière générale, il y a également l'infectiologie et tout ce qu'on connaît, mais en tout cas assez peu pour la cardiologie. Et les traceurs sont actuellement coûteux ou alors pas disponibles du tout. Alors heureusement, donc, les nouvelles caméras, donc, dans les années 2010, se sont développées donc, les caméras CZT. Donc là, j'ai mis les deux qui existent, donc à savoir la GNM 530 et la Despect. Donc c'est vraiment les deux constructeurs implantés sur le territoire. Et donc cette nouvelle modalité, cette nouvelle technique a permis d'apporter une bien meilleure résolution, une bien meilleure sensibilité, et donc un enregistrement en liss mode. Donc finalement, c'est quatre améliorations qui permettent donc désormais d'envisager d'autres choses en scintigraphie. Et ça, on le verra juste après. Donc les différents radiopharmaceutiques qu'on connaît, donc en bleu, je vous ai listé ceux qu'on utilise en scintigraphie. En jaune, c'est ceux qui existent pour la TEP. Aujourd'hui, c'est le rubidium et le fluorpyridase. Les autres traceurs sont plutôt pour la recherche, puisque l'oxygène a une demi-vie je crois que c'est de 16 secondes, donc c'est extrêmement court. Et après, bon, vous les connaissez, les autres traceurs, les autres radiopharmaceutiques, pardon, pour la scintigraphie. Donc le traceur idéal, c'est lequel? Finalement, c'est celui qui se rapproche le plus de la courbe de fixation de l'oxygène, puisque ce qu'on cherche à mettre en évidence, c'est un manque d'apport en oxygène au niveau de la cellule musculaire. Donc effectivement, on se rend compte que en scintigraphie, finalement, le thallium est meilleur que le MIBI ou la tétrophosmine. Par contre, les traceurs mitochondriaux, que sont le cestamibie et la tétrophosmine, ont le gros avantage de ne pas avoir de redistribution. Donc on peut faire l'imagerie à n'importe quel moment après l'injection, ça sera l'imagerie du moment de l'injection. Le thallium, ce n'est pas le cas. Il y a de la redistribution, on l'a tous vu là, récemment dans les pénuries, c'est un peu plus compliqué. Donc là, par contre, on s'aperçoit tout de suite que le rubidium est plutôt bien placé, hein. C'est un peu c'est également, enfin, il fonctionne également avec la pompe NAK-ATPase, donc c'est à peu près comme le thallium. Le furpyrilate, on s'aperçoit que c'est un très très bon radiopharmaceutique sur le papier, hein, parce que très proche de l'oxygène. Alors, c'est quoi la CFR? Donc la CFR, donc pour parler de la CFR, on va parler de la réserve coronaire. Donc la réserve coronaire, c'est une notion qui est décrite depuis très longtemps, hein, depuis les années 70. Et finalement, ça représente les capacités d'adaptation de la circulation myocardique globale lors d'une situation de stress. Donc finalement, c'est le débit sanguin myocardique de repos qui se multiplie dans une situation de stress. Donc quand on fait un effort physique, ça peut être multiplié par 4 ou par 5. Ça peut être beaucoup plus chez un patient sportif, marathonien. Ça peut vraiment atteindre des seuils très importants. Donc, c'est une quantification vraie de la vascularisation myocardique globale, puisque on sait aujourd'hui que la circulation myocardique, c'est 10%
une circulation qui est assurée par les vaisseaux épicardiques conductifs coronaires, et 90% assurée par tout ce qu'on appelle la microcirculation. Donc cette entité microcirculation, c'est quelque chose qui était encore assez critiqué il y a quelques années, qui maintenant est très implanté dans la routine classique du cardiologue. On le voit notamment dans les topos qu'on suit en cardiologie. C'est vraiment quelque chose qui est très connu aujourd'hui. Et finalement, cette CFR, c'est le rapport entre donc, le débit sanguin myocardique de stress et le débit sanguin myocardique de repos. CFR, dans les études, ça peut être également s'appeler la RFM ou la MFR, ça dépend comment c'est dit, mais globalement, c'est toujours la même chose, c'est le rapport des deux. Ça, c'est une image qui représente bien du coup, la microcirculation par rapport au coronaire, tout ce paquet vasculaire de microcirculatoire qui est forcément extrêmement important et qu'il ne faut pas négliger. On parle souvent des faux positifs de la scintigraphie lorsque la coronarographie est normale. Je pense que c'est voilà, de moins en moins le cas. Finalement, ce n'est pas des faux positifs, c'est peut-être aussi une atteinte microcirculatoire qui serait non vue. Cette étude, alors plusieurs études ont été faites depuis très longtemps. La plupart des études dont je vais vous parler ont été faites soit avec des mesures échographiques Doppler de la CFR, c'est d'autres façons de mesurer la CFR, soit avec la TEP, soit avec des mesures invasives. Donc là, globalement, c'était fait en échographie Doppler. Donc c'était une courbe de survie globale d'une cohorte de plusieurs patients et on voit qu'il y a un premier cutoff qui sort, c'est un cutoff à 2, que globalement, quand une CFR globale est inférieure à 2, il y a une survie qui est beaucoup moins bonne, beaucoup plus d'événements cardiovasculaires, avec une différence très significative. Donc ça, c'est une étude assez marquante de 2009. Ensuite, on s'aperçoit d'autres choses. On s'aperçoit qu'il y a évidemment aussi un rapport entre le pourcentage de sténose des gros vaisseaux épicardiques et la CFR. Hein, plus le pourcentage de sténose, donc il est là, le pourcentage de sténose est important, donc à partir de 50%, plus on se rend compte que le flux de stress en fait chute. Et par défaut, également le flux de repos. L'état, voilà. Ce schéma à droite est pas mal aussi, puisqu'en fait, il permet de vraiment mettre en évidence ce qui se passe lorsqu'il y a une sténose, à la fois sur les vaisseaux épicardiques, mais également les mécanismes qui vont se mettre en jeu au niveau de la circulation microcirculatoire plus distale. Par exemple, lorsqu'il y a une sténose modérée, au repos, déjà, il va y avoir des mécanismes d'adaptation, et quand il va y avoir une situation de stress, le cœur va être capable de recruter. Lorsqu'on va passer ce patient au stress, malheureusement, les mécanismes d'adaptation sont déjà maximaux, donc en fait, on ne va pas réussir à augmenter plus le débit sanguin, et donc c'est là où ça crée de l'ischémie. Alors, la mesure invasive de la CFR, donc elle est possible en salle de cathétérisme, et ça va être en fait la somme de deux indicateurs importants, donc la FFR et l'IMR. Donc la FFR, on la connaît, c'est finalement un indice de pression transsténotique au niveau des vaisseaux épicardiques, et l'IMR, c'est vraiment quelque chose qui va calculer un temps de transit au niveau microcirculatoire. La somme des deux, c'est la CFR. Donc voilà la FFR, donc c'est un capteur de pression qu'on met dans les coronaires. On calcule un indice de pression transsténotique sous adénosine. Alors j'ai appris ce week-end que c'était plus remboursé au niveau pour les cardiologues, donc c'est quelque chose, je pense, qui va être de moins en moins fait, parce que ça prend du temps et ça prend aussi pas mal de ressources infirmières et cardiologues. Et donc du coup, ça, c'est un reflet uniquement par sténose de la macrocirculation. Donc il y a un cutoff à peu près à 0,8. Quand c'est inférieur à 0,8, c'est pas très bon. Et la mesure de l'IMR, alors ça, c'est quelque chose qui est très peu fait, c'est surtout fait en recherche dans les CHU. Et donc là, c'est un temps de transit moyen avec une solution saline à température ambiante, et on calcule en fait le temps de transit, et on en détermine l'IMR. Et on peut également donc mesurer de manière non invasive la CFR. Alors, comment on peut la mesurer de manière non invasive? Je vais parler que de la médecine nucléaire. Il y a des possibilités également en IRM avec ce qu'on appelle le MPRI, mais on va se concentrer sur notre spécialité. Donc c'est possible en TEP depuis longtemps, surtout hors Europe, aux États-Unis notamment, grâce à un stress pharmacologique sous caméra. Donc ça, c'est une première différence par rapport à ce qu'on connaît en scintigraphie standard. On va quantifier de manière absolue le débit sanguin myocardique de stress et le débit sanguin myocardique de repos. C'est en millilitres par minute par gramme de myocarde. Et donc, comme je vous disais, il y a 4 traceurs TEP qui peuvent être utilisés dans cette optique. Et donc, je vous remets en bas la formule qui est très simple, un débit sanguin myocardique de stress sur débit sanguin myocardique de repos. Encore une fois, plusieurs études. Donc, l'étude de gauche qui est très intéressante puisque elle a mis en évidence qu'il y avait une très forte corrélation entre la CFR globale du cœur, donc tout territoire confondu, et le risque d'atteinte tritronculaire.
Globalement, quand c'est inférieur à 2, on s'aperçoit que le risque d'avoir une atteinte prétronculaire est extrêmement important. L'étude de droite a permis également est aussi très intéressante puisqu'elle permet de reclasser grâce à cette CFR globale des patients en risque intermédiaire, de haut risque ou en bas risque. Donc on s'aperçoit que notamment dans ce qui nous intéresse, ce sont les risques intermédiaires. Quand une CFR globale est inférieure à 2, 17% des patients sont reclassés en haut risque. Donc un peu comme un score calcique peut le faire, on le verra après, c'est vraiment un indicateur important pour juger le risque cardiovasculaire global du patient. C'est un marqueur en plus finalement d'événements cardiovasculaires, toujours avec un cutoff de 2. Et donc bien retenir qu'une CFR donc, ou RFM inférieure à 2 est à haut risque d'atteinte tritronculaire et d'événements cardiovasculaires. Une autre étude assez importante donc, qui a mis en évidence ce qu'on appelle la capacité du flux coronaire. Donc là, finalement, c'est la CFR en fonction du débit sanguin myocardique de stress, qui est également un marqueur important. Tous les petits points rouges que vous voyez, ce sont des morts cardiovasculaires, et les petits points bleus, c'est l'absence d'événements cardiovasculaires. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une forte concentration d'événements de points rouges lorsque la CFR est inférieure à 2 et lorsque le myocardial blood flow de stress, donc le flux de stress est inférieur à 1,8. Donc là, on est vraiment sur une zone à fort événement cardiovasculaire. Quand la CFR est toujours inférieure à 2, mais que le flux de stress augmente, par contre, il y a toujours une concentration plus importante de mortalité cardiovasculaire. Et donc, on s'est aperçu également dans cette étude que dans ces cases-là, il y avait une prévalence plus importante pour la population féminine. Et donc, voilà, on ne peut pas conclure sur cette origine, mais je vous en parlerai juste après. Ça peut faire écho à une entité nouvelle qui a été décrite récemment. Dans tous les cas, quand une CFR est supérieure à 2, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'événements cardiovasculaires par rapport à l'absence d'événements cardiovasculaires. Ça, c'est voilà, un schéma assez intéressant. Alors, pourquoi je vous parlais de la population féminine au niveau d'ici? Donc, c'est qu'en 2017 a été décrit une nouvelle entité qui s'appelle INOCA-ANOCA. Donc, c'est finalement des symptômes d'ischémie avec une coronarographie normale. Et c'est une population, pas exclusivement, mais à forte prévalence féminine. Et on s'aperçoit que cette population est quand même à risque de faire des événements cardiovasculaires plus qu'une population sans symptômes. Alors, on n'a pas encore l'explication parfaite de ça. En tout cas, on envisage clairement une atteinte microcirculatoire avec un mécanisme de vasospasme microcirculatoire qui serait de dysfonction endothéliale qui serait à l'origine de ces INOCA-ANOCA. Donc, voilà, donc une entité importante qui pourrait justement être très intéressante avec la mesure de la CFR puisque les coronarographies sont normales. D'autres populations intéressantes à étudier avec la CFR, ça va être les diabétiques. Puisqu'on sait que les diabétiques, alors ce n'est pas qu'au niveau du cœur, c'est au niveau de partout, il y a une forte atteinte microcirculatoire. Donc ça peut être des scintigraphies tout à fait normales avec l'absence d'ischémie importante. Par contre, une atteinte microcirculatoire diffuse, où on peut être pris à défaut avec des dysfonctions VG. Donc on s'aperçoit que chez ces diabétiques, il y a une petite différence sur les flux de repos, mais rien de très important. Par contre, cette différence se creuse sur les débits de stress et évidemment, la CFR va être beaucoup moins bonne chez les patients diabétiques. Donc ça, c'est une population importante à étudier. Et finalement, ce diagramme qui représente bien toutes les situations auxquelles on peut être confronté lorsqu'on regarde ces indicateurs, à savoir la CFR et le myocardial blood flow de stress. Donc, on a des zones où on sait que le cœur est infarci. C'est des zones où il y a quasiment plus de flux de stress. On est inférieur à 1. Attention à cette zone, il y a des pièges, puisque en fait, ce sont des zones où le flux est tellement bas qu'on peut avoir des CFR faussement normales, voire très normales. Donc là, il faut faire attention. Donc, premier truc, quand on a un myocarde, un débit de stress inférieur à 1, c'est très probablement une zone infarcie. Et après, on a des zones avec des CFR voilà, très altérées. C'est des zones d'ischémie ou de sidération myocardique, voire même d'infarctus immédiat. Et puis, plus on s'éloigne et plus on augmente la CFR et plus on augmente le débit de stress, voilà, on est sur des zones où on a un flux vasculaire un peu limité, mais pas vraiment d'ischémie. Mais c'est des patients qui sont intéressants également à suivre et qu'il faut d'ailleurs parfois reclasser comme étant à haut risque cardiovasculaire, dans tous les cas, quand la CFR est inférieure à 2. Donc finalement, pour résumer, voici les différents outils de mesure qu'on a pour mesurer la CFR. Donc on mesure le retentissement d'une sténose par la FFR en salle de cathé, de la microcirculation en salle de cathé toujours par l'IMR, et après la RFM peut être étudiée par la CFR en TEP
ou par le MPRI en IRM, je n'en ai pas parlé, c'est la quantification relative, c'est pas la quantification absolue pour l'IRM. Donc quand même, finalement, il n'y a que la CFR en TEP qui permet vraiment une quantification absolue. En scintigraphie, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut se débrouiller? Puisqu'on a vu qu'en TEP, c'était un peu compliqué de faire, même si ça se développe, hein, notamment avec l'équipe d'Orléans qui fait des super travaux sur le rubidium. Effectivement, en scintigraphie, est-ce qu'on peut faire des choses? Alors, voilà, est-ce qu'on peut mesurer le MBF? Est-ce que c'est seulement possible en TEP? On va essayer de répondre à ça. Donc, le gros avantage des traceurs techniciens, on l'a vu tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de redistribution. Donc, finalement, on a vraiment un pic vasculaire qui se fait en parallèle, pardon, une captation myocardique qui se fait progressivement et qui va se stabiliser dans le temps. Donc, ça, c'est une courbe qui est hyper intéressante pour envisager des études et envisager de quantifier des choses. On a vu que les nouvelles caméras CZT avaient c'était un gap technologique, hein, c'est quasiment presque, enfin, c'est même plus la même technologie du tout que les caméras classiques de scintigraphie, et ça permet effectivement d'envisager de mesurer la réserve coronaire. Et donc ça, il y a plusieurs études qui ont été faites, deux études importantes, notamment en France, puisque effectivement, vu qu'on n'a pas vraiment accès à la TEP, il y a pas mal d'équipes françaises qui se sont penchées sur le sujet, notamment donc, l'équipe de Caen et l'équipe de Montpellier. Et donc, effectivement, ils se sont rendus compte de deux choses, que déjà, il n'y avait pas de différence entre CFR mesuré en TEP à l'oxygène 15, donc c'était en recherche, et sur les caméras CZT, donc c'est déjà un premier chiffre important, qu'il y avait une très bonne corrélation entre la CFR globale et le nombre de vaisseaux atteints. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait, quand une CFR est altérée, il y a un haut risque d'atteinte tritronculaire. On a retrouvé la même chose sur la scintigraphie. Et également qu'il y a une bonne corrélation entre altération de la RFM régionale, donc de la CFR régionale par territoire, et le pourcentage de sténose. Donc pareil, c'est un petit peu ce qu'on voyait, ce qu'on disait. Donc en fait, on retrouve globalement les mêmes résultats qu'en TEP. Alors quel protocole d'examen utiliser? Alors il y en a plusieurs, mais globalement ils sont tous assez proches. Là, je vais vous montrer celui qu'on utilisait au CHU de Bordeaux quand on en faisait, et quand on y était surtout. Donc déjà, il faut repérer le cœur. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, on installe le patient sous la caméra CZT. Je pense que vous en avez peut-être dans vos services. Le centrage, c'est déjà une première étape. Et quand on n'a pas d'activité au niveau du cœur, ben là, c'est un peu compliqué de centrer le cœur. Donc on fait ce qu'on appelle un repérage du cœur. Il y a une dose traceuse qui est administrée par 1 millicurie du traceur que vous utilisez. On l'injecte, on a du coup une première image du cœur qui est faible, mais qu'on arrive quand même à reconnaître. Et donc là, on peut installer le patient dans une bonne position. Une fois installé, le patient il ne va pas bouger du siège, enfin, il va rester soit allongé, soit être assis sur le spectrum pendant globalement 15 minutes. On administre ensuite la dose de repos en bolus. Donc on fait une injection de bolus de la dose de repos. On fait une acquisition dynamique de 6 minutes. Où finalement, on va regarder ça, hein, cette captation myocardique au cours du temps. Et ensuite, on arrête. Une fois qu'on a arrêté, on part sur le stress pharmacologique. Le plus pratique, c'est de faire un Rapiscan, c'est beaucoup moins long qu'une persentine. Et en plus de ça, il y a un petit effet bolus qui est assez intéressant pour cette étude. Hein. Cliniquement, ça va se voir quand le Rapiscan va agir. Donc, on va pouvoir vraiment faire le stress en suivant. Donc, on fait le stress pharmacologique, il faut compter après 50 secondes. Et une fois qu'on a fait ces 50 secondes d'injection, après l'injection, on peut partir sur le bolus de stress. Et de la même façon qu'au repos, on fait l'acquisition de 6 minutes. Je vous ai marqué comment on faisait l'injection de Rapiscan. On faisait une injection lente en 20 secondes. C'est une dose fixe. Et le stress, on le faisait 30 secondes après la fin de l'injection, parce que c'est à peu près à ce moment-là où on a l'effet maximal du régadénoson. Voilà, et évidemment, on avait une surveillance scopique sous caméra, c'est obligatoire, puisqu'il y a quand même un risque rythmique lié au régadénoson, donc il ne faut pas non plus faire ça n'importe comment. Et évidemment, le CG de la caméra ne suffit pas forcément, puisqu'il n'y a qu'une dérivation, c'est un peu limite. Techniquement, comment ça se passe? Alors, il y a cette formule mathématique qui est un peu complexe, mais globalement, on va regarder au cours du temps la captation myocardique au niveau de l'ensemble du myocarde, et donc pouvoir discriminer des zones avec une bonne CFR de zones avec une CFR altérée. En post-traitement, on va utiliser, alors il y a QPS-QGS qui le propose. Initialement, nous, on travaille avec Corridor 4DM. Voilà, les deux le proposent. Il y a eu pas mal d'évolutions là récemment de ce qu'on a vu, donc c'est assez intéressant et c'est des logiciels qui sont importants à prendre en main. Il y a un post-traitement qui est complexe et qui demande quand même une petite courbe d'apprentissage. En pratique, voilà ce que ça donne. Donc, nous, on a eu un patient là récemment avec une image inférieure sur la spectrum, comme on peut avoir assez régulièrement, un peu douteuse.
Donc, on a fait effectivement donc une mesure de la CFR, hein. Donc, voilà à quoi ça ressemble, hein. On voit la captation au cours du temps. Ce que vous voyez en bas, c'est le pic vasculaire du repos. En haut, c'est le pic vasculaire d'effort. Et puis, on voit en parallèle en rouge cette captation myocardique au cours du temps. Et donc, sur la droite, vous avez ici les différents marqueurs, donc les différents débits sanguins de stress, de repos et la CFR. Voilà, ce qui est très important chez ce patient, c'est déjà, on est rassuré, il a une CFR globale à 2,7. On l'a vu, à 2,7, on sait qu'il n'y a pas d'atteinte tritronculaire, en tout cas, on est assez rassuré. Donc là-dessus, on était tranquille. Pareil, au niveau de chaque territoire, on avait une CFR qui était bonne dans chaque territoire. La seule chose qui nous embêtait un petit peu, c'est qu'au niveau inférieur, eh ben, on retrouvait un flux d'effort un peu abaissé, à 1,5, donc qui contrastait avec des flux qui étaient bons partout ailleurs. Donc on était un peu embêté, donc on a finalement, ce patient a finalement eu une coronarographie qu'il aurait eu de toute façon par rapport au reste des images. Et cette coronarographie a révélé une sténose intermédiaire, donc 50% au niveau de la coronaire droite, isolée, monotronculaire, qui a été évaluée comme étant un faux positif de la scintigraphie. Voilà, donc après, là, le débat est ouvert. Est-ce que c'est vraiment un faux positif ou est-ce que c'est pas finalement le début d'un retentissement hémodynamique d'une sténose qui passe un peu inaperçu? Voilà, dans tous les cas, il mérite d'avoir la couronne. On a pu aller jusqu'au bout voilà, de cet examen. Donc finalement, pour qui est-ce qu'on pourrait envisager la CFR en scintigraphie? Donc pour les patients chez qui on suspecte fortement une atteinte tritronculaire, pour les dossiers scintigraphiques douteux, quand on se pose des questions sur des parents inférieurs, des patients voilà, complexes, ça peut être intéressant. Chez le patient diabétique, parce que forcément, on sait qu'il y a une forte atteinte microcirculatoire qui est très pronostique sur la fonction cardiaque. Alors, ça a un intérêt parce qu'en fait, on peut mettre en place des traitements pour le diabétique au niveau cardiaque. Il y a des traitements qu'il faut mettre chez le patient diabétique. Et il y a également un intérêt dans le suivi. Après, l'entité nouvelle, décrite en 2017, comme je vous le disais, INOCA, ANOCA, donc très important également d'évaluer s'il n'y a pas une atteinte microcirculatoire dénuée d'atteinte épicardique, c'est très important. Et également donc, les éventuelles pathologies fibrosantes cardiaques. Alors, le score calcique dans tout ça, parce qu'on a vu, voilà, je vous le remets, que du coup, il y avait un intérêt à mesurer le score calcique, comme il le dit, donc c'est recommandé de mesurer le score calcique lorsqu'on fait une imagerie TEP ou SPECT aujourd'hui en scintigraphie, donc voilà, il peut être pris à défaut. Donc, c'est quoi le score calcique? Le score calcique ou le score d'Agatston, donc, est calculé en multipliant la surface de chaque lésion par un facteur pondéré, donc en fonction de la densité. Alors, quand on regarde les bonnes pratiques, il faut au moins un scan, j'ai mis 32 barrettes, au moins 16 barrettes pour faire un scan correct du thorax pour mesurer le score calcique. Idéalement 32 barrettes et dans un monde luxueux, 64 barrettes. C'est une acquisition qui est non injectée, c'est une acquisition qui doit être gaitée. Quand c'est pas gaité, les plaques sont très floues, c'est très compliqué. Et donc, c'est une dosimétrie qui est négligeable, donc c'est pas un problème. Donc, quand on fait le traitement sur le logiciel, on va pouvoir, c'est de l'IA finalement qui détermine chaque territoire vasculaire automatiquement. Faut aussi un petit peu faire de calcul, enfin, il faut le corriger manuellement parce que parfois il y a des erreurs. Et finalement, ça détermine le score calcique par territoire vasculaire. Alors, comment l'interpréter ce score calcique? Alors, c'est assez simple finalement, c'est un peu comme ce que je disais par rapport à la CFR inférieure à 2, sauf que là, il y a plusieurs paliers. Il y a deux trucs importants à prendre en compte, c'est le score et le percentile. Donc déjà, on sait que quand ce score calcique dépasse 100, on est dans tous les cas dans un équivalent Framingham intermédiaire. Quand on est supérieur à 400, on est sur un score élevé. Donc ça, c'est déjà deux marqueurs importants à retenir, c'est 100 et 400. Supérieur à 1000, très élevé, se pose la question même de faire des coraux systématiques chez les patients supérieurs à 1000, c'est discuté, enfin, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais en tout cas, supérieur à 1000, c'est très important. Et ce diagramme est plutôt bien foutu et il montre en fait ce qu'il faut faire en fonction de ce qu'on trouve au score calcique. Donc ça permet de reclasser des patients à risque modéré en bas risque, hein, si le score calcique est à 0, mais ça permet surtout de surclasser des patients qui étaient considérés comme un risque intermédiaire Framingham classique. Et quand on fait intervenir ce score calcique, finalement, quand ils sont supérieurs à 100 ou supérieurs au 75e percentile, et ça va très vite hein, chez les patients jeunes. Hein, lorsqu'on a une plaque, lorsqu'on a un score calcique à 4-5 chez des patients de 45 ans, on est déjà dans plus de 75 percentiles. Et donc là, on peut reclasser les patients donc, en haut risque ou très haut risque, avec tout l'impact thérapeutique que ça a derrière. Donc ça, c'est très important de le prendre en compte.
Alors voilà, dans les recours, ils mettent qu'il faut le faire sur un scan atténuation. Donc je pense que ça a été fait pas forcément par des médecins nucléaires, les recommandations de l'ESC. Donc c'est effectivement, il faut un scan quand même correct pour faire un score calcique. Scan atténuation, ça suffit pas. En tout cas, on peut faire du visuel, mais très rapide. Le TDM du TEP-scan est souvent meilleur qu'en scintigraphie. En scintigraphie, on est souvent un peu réduit à des 16 barrettes, alors qu'en TEP-scan, on a souvent du 32 barrettes au minimum. Et voilà, les caméras CZT que je vous ai montrées, donc Spectrum enfin, en tout cas, la Despect et la caméra G n'ont pas de scanner. Donc ça, c'est un peu compliqué au niveau organisation dans les services. Comment faire le scanner quand on a une caméra CZT qui n'a pas de scanner? Bah, finalement, on peut utiliser, trouver des créneaux sur nos caméras scintigraphie SPECT CT pour pouvoir faire passer les patients en score calcique. On peut aussi dégager des créneaux sur la caméra tête en début de vacation pour faire tous les scores calciques de la journée. Voilà, vous trouvez des artifices, mais ça peut marcher. Alors voilà pourquoi, bon, je vous le montre et vous le savez, voilà le scan atténuation. Donc évidemment, c'est pas là-dessus qu'on va regarder le score calcique. C'est pas du tout satisfaisant comme image. Ça ressemble plutôt à ça, ce qu'on arrive à faire comme score calcique ça c'est sur une Intevo Bold, donc c'est sur un 16 barrettes. Donc ça fait gaieté évidemment, donc ça fait quand même des super images. On a vraiment la réponse tout de suite. Ce qui est très important, on ne le faisait pas forcément au début, c'est de profiter de cet examen pour faire un scanner thoracique. C'est des patients qui sont souvent tabagiques, qui cumulent des facteurs de risque, mais pas que cardiovasculaires, aussi oncologiques. Et donc, quand on fait des scans thoraciques chez ces patients, on s'aperçoit souvent que ça cache des choses et ça peut cacher des syndromes de masse. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre sur le parenchyme pulmonaire chez ces patients-là. Et donc, évidemment, d'ailleurs, ça induit à faire des TEP scans complémentaires pour caractériser ces lésions. Et finalement, c'est un peu comme un dépistage du cancer du poumon, hein, par des scanners un peu low dose. On arrive à dépister des cancers, heureusement, souvent précoces, car asymptomatiques. Donc c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en 2025 comme évolution, hein, puisqu'on a dit qu'au niveau du parcours patient, c'est pas idéal de faire de la scintigraphie, de la CFR, du score calcique. Donc, il faudrait imaginer une modalité qui permet de faire de la scintigraphie cardiaque avec de la technologie CZT, qui permettrait aussi de faire de la CFR et qui permettrait aussi de faire du score calcique et pourquoi pas avec un 64 barrettes. Et donc, on a évidemment plusieurs choses qui te permettent, deux nouvelles caméras, enfin deux caméras en tout cas qui te permettent. C'est la Veritone côté Spectrum et la Starguide côté G, donc, qui sont des caméras technologie CZT, qui se ressemblent beaucoup d'ailleurs, avec des couronnes de détecteurs et qui permet vraiment d'envisager de faire une analyse globale chez ces patients-là, moyennant évidemment un investissement suffisant dans les services. Hein, c'est pas des caméras, c'est pas du tout la même tranche de prix que les caméras CDT standards, mais en tout cas, ça permet vraiment de faire une approche globale et de répondre à ces recommandations ESC dans l'attente de ce qu'on peut prévoir pour l'horizon 2030. C'est ce qui commence un peu à se faire, c'est le déploiement massif des TEP en France, avec plus de disponibilité, on l'espère, pour l'imagerie cardiaque. On l'espère aussi l'AMM de traceur fluoré, puisque le rubidium est désormais autorisé, alors peu effectué en routine parce qu'assez contraignant. En même temps, le passé nous montre que quand on commence à avoir des traceurs nouveaux, c'est souvent des traceurs avec du gallium, puis progressivement, ça devient des fluorés. Donc on peut espérer que ce sera un peu la même chose avec ça. Donc que globalement, plus on en fera, plus ça va donner envie au laboratoire de nous donner la MM enfin, en tout cas, d'avoir la MM pour le furpuridase. Et donc de généraliser également le score calcique complémentaire à l'imagerie fonctionnelle. Ça, c'est, je pense, très important. C'est vraiment un marqueur cardiovasculaire qui est très fort. Et voilà, donc après, effectivement, c'est pas quelque chose à forcément, enfin, on peut pas le coter, mais c'est tellement rapide à faire et c'est tellement important pour avoir une analyse globale un peu tout en un pour le patient lorsqu'il fait son examen, que c'est intéressant de le faire, en tout cas d'en parler à vos cardiologues locaux. Voilà, merci de votre attention. Et puis si vous avez des questions, je pourrai y répondre. Je profite aussi du fait, voilà, c'est avec le docteur Pinaki, hein, qu'on avait mené ces études à l'époque au CHU de Bordeaux. Donc il pourra également répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, on est tout oui. N'hésitez pas, hein.
Bonsoir. Est-ce que les patients BBG seront éventuellement de bons candidats pour la quantification du flux, sachant que généralement ça donne des artefacts sur la scintigraphie conventionnelle? Ouais, bah, effectivement, c'est intéressant. Effectivement, ça donne des artefacts, mais sur des flux, on arrive à enlever ces artefacts. Et effectivement, on a des flux qui sont, sur les quelques patients qu'on avait fait, ce sont des patients où on n'arrive pas, enfin en tout cas, on arrive à s'affranchir de ces artefacts. Merci. Euh, Moi, j'avais une question, Samantha. Ouais. Au niveau des cardiologues interventionnels, est-ce que vous avez un retour pour savoir combien à peu près, je sais pas, le pourcentage de patients, par exemple, qui ont une scintigraphie myocardique normale, un score calcique qui va être élevé, que eux, ils vont récupérer en coronarographie, est-ce qu'ils voient des lésions, pas des lésions? Ouais. Donc ça c'est ouais, ça c'est. Alors, j'ai pas de chiffres à te donner. Par contre, effectivement, la problématique c'est un peu la problématique du score calcique, c'est que le score calcique, c'est vraiment un marqueur de risque cardiovasculaire et c'est pas du tout un examen qui doit pousser à une coronarographie. C'est pour ça que d'ailleurs le score de 1000, quand on dit à plus de 1000, il faut faire une coro, c'est pas par dogmatisme, il y a pas mal de cardio qui fonctionnent comme ça, mais c'est pas forcément une très bonne idée parce que déjà, bah, du coup, le cardiologue va y aller et bah, quand il y a une sténose, surtout que la FFR est plus remboursée, dès que ça va dépasser les 50%, il va avoir tendance à mettre un stent. Mais le score calcique n'a pas du tout été créé pour pouvoir stenter des lésions. C'est vraiment juste un reclasse, enfin, ça permet de reclasser le risque cardiovasculaire. Ouais, parce qu'effectivement, nous, déjà, là, on fait systématiquement le score calcique et les cardiologues commencent à avoir effectivement ce type de patients qui ont des scores calciques élevés et qui sont à la colo avec des lésions, une scintigraphie myocardique normale et pas trop savoir quoi stenter finalement parce que la scintigraphie myocardique était normale sans retentissement. Ouais, je pense qu'il faut vraiment, ce qui prévaut pour ça, hein, pour l'analyse globale, c'est la scintigraphie, l'épreuve d'effort, voilà, les standards. Mais par contre, voilà, par rapport au traitement, en tout cas médical, le cardiologue doit utiliser ce score calcique pour pouvoir le reclasser et avoir des facteurs, bah, des objectifs, en tout cas de cholestérol très stricts, en tout cas plus que s'il était classé en intermédiaire. Ok, merci. Est-ce que vous en faites, vous, dans vos services de la CFR, que ce soit en scintigraphie ou en TEP, ou est-ce que vous, pas du tout? Personne en fait? Non, pas de retour. Bon, ok. Pas d'autres. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et moi, j'ai juste une autre question quoi, sur quand on disait, bon, effectivement, si le classeur fluoré, il a la lune, là, aujourd'hui, on est sur une décote de la tête. Qu'est-ce que tu penses, tu vois, là, dans 5 ans, si la scintigraphie cardiaque est toujours cotée pareil, est-ce qu'il va y avoir vraiment, voilà, au niveau médico-économique, on va pouvoir faire beaucoup de TEP pour mesurer la réserve coronarienne ou ça va être juste certains patients où vraiment on a des difficultés diagnostiques? Ouais, non, très bonne question. Pour moi, il y a deux facteurs. Le premier, ça va être savoir déjà bah, quel va être le coût du traceur du furpiridaz. Donc, bon, ça va dépendre des labos. J'imagine que ce sera un coût important au début qui va avoir tendance à diminuer si tout le monde en fait. Attends, je sais quelqu'un qui veut participer. Tant pis. Donc ça va être le premier facteur. Là, si on suit le rubidium, il y a une cotation qui avait été faite hein, justement pour l'imagerie cardiaque, alors qu'elle n'était pas importante, j'ai plus le chiffre en tête, mais qui permettait théoriquement d'absorber un petit peu les coûts supplémentaires liés au rubidium.
Si quelqu'un l'a en tête, n'hésitez pas à me le préciser. Je ne connais plus parfaitement. En tout cas, il y avait eu quelque chose, il y avait une cotation. Et après, l'autre question qui se pose, par contre, et ça c'est plus à mon avis un sujet, c'est aussi le problème des cardiologues, c'est-à-dire que c'est des stress pharmacologiques qui sont sous caméra, sans forcément l'intervention d'un cardiologue, sauf que alors, dans les services, les cardiologues souvent viennent soit faire du libéral, soit carrément dans les services libéraux faire leur activité d'épreuve d'effort sur les scintigraphies cardiaques. Et donc, l'idée, ça ne va pas non plus être de désintéresser les cardiologues dans leur activité. Donc, pour moi, ce sera des imageries qui seront complémentaires à des scintigraphies standards pour vraiment des groupes de patients, pour des dossiers éventuellement douteux, pour du suivi thérapeutique. Mais je ne suis pas certain que ça puisse remplacer à 100% la scintigraphie cardiaque, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que ça remplace les cardiologues. Déjà qu'on leur a décoté les échographies, si en plus on leur sucre les épreuves d'effort et qu'on leur dit que ça ne sert plus à rien, et surtout je pense que ce n'est pas le cas, je ne suis pas certain que ça fasse bon ménage pour notre activité. Oui, donc ouais, donc ça serait plutôt une imagerie complémentaire en fait, voilà, pour affiner le diagnostic, etc. dans les populations particulières. Ouais, tout à fait, je pense, ouais. Bah, typiquement, les patients, dès que tu as un doute, ou justement les femmes jeunes qui ont des douleurs et des coraux normales, voilà, tous ces bilans de précordialgie qui arrivent aux urgences à coraux normales, avec des cycles de troupeau un peu douteux, bah, c'est intéressant, je pense, de faire ces CFR et d'avoir vraiment un marqueur. Et puis bah, derrière, quel va être l'impact, vu que on va nous dire bah, il n'y a pas de traitement, c'est pas vrai, il y a des traitements. Et il y a un suivi d'ailleurs qui peut se mettre en place. Et c'est important de. C'est un peu comme les. Ouais, voilà, c'est important de savoir ce qui se passe quand même, quoi. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dans tous les cas, la présentation a été enregistrée un peu au dernier moment, mais elle a été enregistrée, donc c'est bon. Donc si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à envoyer des mails ou des messages, on y répondra. Sinon, bah, écoutez, je propose qu'on clôture. Et puis écoutez, moi, on vous remercie en tout cas pour votre présence. Et puis on essaiera de refaire une dernière présentation avant les fêtes de Noël. Donc logiquement, ça serait une présentation de cas cliniques. Donc on va essayer de vous préparer ça. On vous lancera les invitations, pareil, sous le même format, une petite demi-heure de cas cliniques intéressants pour clôturer l'année. Voilà. Écoutez, merci à tous. Merci.